Bonsoir à vous qui nous recevez à Kananga, dans la ferveur industrielle de Lubumbashi ou sous la pluie battante qui lave les rues de Goma. Bienvenue sur Inside News RDC. Ce soir, l'Ève de Bandundu-Ville porte encore les effluves du maïs que l'on fait sécher et l'humidité lourde du fleuve Kwilu, témoin silencieux de 4 jours de débats qui engagent notre avenir commun. Nous saluons avec une fraternité sincère nos compatriotes de Bruxelles, de Washington et de Luanda, vous qui gardez les yeux rivés sur les pulsations de notre nation. La journée qui s'achève nous place devant un miroir exigeant, là où les promesses de la revanche du sol se heurtent à la lenteur des décaissements effectifs. Nous sentons ce décalage entre les slogans de nos dirigeants et l'évidence des faits dans nos cuisines. Ce soir, nous exposons les rouages de la conférence des gouverneurs à Bandundu, où les statistiques officielles peinent à masquer une arithmétique plus sévère. Nous reviendrons également sur le scandale de Kinkole, une affaire de dignité bafouée qui touche au cœur de nos familles, et sur le débat constitutionnel qui agite la classe politique de Kinshasa aux confins de notre vase. L'urgence nous impose de regarder en face ce que nous vivons, car l'information reste le premier rempart de notre souveraineté nationale. De la gestion de nos provinces aux ambitions de nos diplomates à l'Union africaine, chaque décision pèse sur la santé financière de nos foyers et sur la solidité de notre destin. Entrons, sans plus tarder, dans les dossiers qui dessinent, heure après heure, le visage de notre République. La 13e session de la conférence des gouverneurs s'est clôturée ce 27 mars 2026 à Bandundu-Ville, sous la présidence de Félix Tshisekedi. Ce rendez-vous institutionnel, qui a réuni les 26 chefs d'exécutifs provinciaux, s'est tenu dans un contexte où l'indépendance de nos assiettes est devenue un enjeu de survie nationale. Notre pays dispose de plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Pourtant, nous continuons de verser chaque année près de 3 milliards de dollars américains à l'étranger pour importer des denrées alimentaires de base. Ce flux financier colossal est un aveu d'échec face à notre potentiel productif immense, alors que plus de 26 millions de nos compatriotes font face à une insécurité alimentaire de grande ampleur en ce début d'année. À l'échelle mondiale, ce paradoxe congolais intrigue les marchés des matières premières. Tandis que les bourses internationales s'inquiètent de la volatilité des prix des céréales, notre nation, véritable jardin régional, reste captive d'une dépendance extérieure qui humilie son génie productif. Ce coût des importations représente une véritable taxe sur notre propre inertie, une ponction que nous subissons faute d'avoir transformé nos terres en greniers. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a articulé la réponse de son gouvernement autour de 3 axes stratégiques. La concertation territoriale, la mobilisation des financements pour la sécurité et la réforme de la gouvernance. Elle a rappelé la vision présidentielle de la revanche du sol sur le sous-sol, une ambition qui vise à transformer durablement notre économie. Cependant, l'arithmétique est sans concession. Si le secrétariat de la conférence affiche un taux global d'exécution des recommandations de la session précédente à 74%, le relevé factuel est plus sévère que le communiqué. En examinant les 55 recommandations adoptées en juin 2025 à Kolwezi, nous constatons que seules 5 ont été totalement exécutées. Cela représente un taux de réussite effective de seulement 9%. La majorité des projets restent classés comme étant en cours, un terme qui masque souvent des retards de décaissement et une insuffisance de brigades techniques. Face à cette inertie, les gouverneurs ont exprimé leur propre doléance par la voix du gouverneur de Kwilu, réclamant notamment un moratoire sur les motions de défiance. Ils estiment que la stabilité des institutions provinciales est la condition silencieuse de tout essor économique. L'impact de ces lenteurs administratives se ressent directement sur la santé financière des foyers. Pour nos compatriotes de Kinshasa, le prix des denrées dépend de la praticabilité de la route nationale 17, reliant Mongata à Bandundu. Ce tronçon est le corridor vital par lequel transitent les récoltes du Kwilu.
Lorsque la route se dégrade ou que le port de Bandundu manque d'équipements modernes, ce sont les produits qui pourrissent et les prix qui grimpent. La souveraineté des sols ne se décrète pas. Elle se construit à coups de bitume et de ponts fonctionnels. Quand le maïs pourrit sur la RN 17, c'est le porte-monnaie du fonctionnaire à la Gombe et celui du vendeur à Bandundu qui s'asphyxient ensemble. Pouvons-nous espérer une nation forte sans une intégration économique réelle? La dignité de notre pays ne peut s'accommoder de paradoxes où la faim progresse sur une terre bénie. Car l'échec de la production dans une province est un danger pour la stabilité de toute la République. Le débat sur la révision ou le changement de notre loi fondamentale a franchi une nouvelle étape ce 27 mars 2026. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, a pris position avec fermeté contre toute tentative de modification constitutionnelle à l'approche de la fin du mandat présidentiel actuel. Invoquant l'article 64 de notre Constitution, il a rappelé que chaque citoyen a le devoir de s'opposer à toute prise de pouvoir en violation des règles établies. Pour l'ancien gouverneur du Katanga, s'en prendre à la Constitution, c'est s'en prendre directement au peuple souverain. Ce bras de fer politique s'inscrit dans une dynamique régionale tendue. Partout en Afrique, de Conakry à Libreville, la question des coups d'État constitutionnels et du respect des limites de mandat agite l'Union africaine. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance impose des standards que notre pays s'est engagé à respecter. À l'opposé de ce spectre, l'opposition dite républicaine, portée par Césarine Pondé, de la plateforme IAD-FCC, soutient que le peuple est le seul maître de son destin. Elle affirme que si la majorité des Congolais décide de maintenir Félix Tshisekedi après 2028, personne ne pourra s'y opposer au nom de la souveraineté populaire. Ce discours se heurte à une réalité documentée, celle des serments solennels prêtés lors de l'accès au pouvoir, où le respect de la loi fondamentale est placé au-dessus des ambitions individuelles. L'écart entre l'annonce d'une volonté populaire et le bilan des engagements constitutionnels est chiffré par la stabilité même de nos institutions. Les archives de notre pays nous rappellent que les périodes de flou juridique autour de l'alternance ont souvent été les préludes à des zones de turbulence majeures. Pour chaque foyer congolais, la stabilité des règles du jeu est le gage d'un avenir serein. Sans un cadre légal respecté par tous, aucune réforme économique, aucun projet de développement ne peut s'ancrer dans la durée. Le respect de la parole donnée et de la loi écrite est ce qui distingue une nation forte d'un État fragile. Le droit de choisir nos dirigeants dans les délais prévus est une conquête que nous devons protéger avec lucidité. La Constitution n'est pas un simple document administratif. Elle est le contrat social qui garantit la paix civile et la prévisibilité de notre vie politique. La stabilité de notre nation repose sur cet équilibre fragile entre le respect des textes et l'expression de la volonté citoyenne. Pouvons-nous risquer la paix sociale pour des ajustements de calendrier? En protégeant notre Constitution, nous protégeons l'héritage de nos enfants et la paix de nos foyers. Car la fragilité de la loi est la porte ouverte à l'incertitude pour tous. Ces questions de gouvernance et de respect des textes ne s'arrêtent pas à la capitale. Elles résonnent jusque dans nos provinces, où la gestion de l'intérim redessine les équilibres de pouvoir. Fin 4 heures après les révélations en provenance de Kinkole, l'affaire dépasse désormais le cadre d'un acte individuel pour entrer dans un débat structurel. Une patiente de 21 ans, primigeste, était frappée nue en salle d'accouchement à l'hôpital général de référence de Kinkole. Les faits, filmés et diffusés, ont conduit à l'arrestation du médecin impliqué, David Balangwanayi Kayembe, et à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Aujourd'hui, la réponse se déplace sur le terrain politique et juridique. À Kinshasa, Dorcas Boileno, président du caucus des jeunes du réseau des femmes leaders africaines, a tenu un point de presse ce 27 mars. Elle demande l'intégration explicite des violences gynécologiques et obstétricales dans le droit congolais. Une qualification absente aujourd'hui, alors même que les faits observés à Kinkole
en constitue une illustration directe. Le caucus s'appuie sur les données de l'Organisation mondiale de la santé. Une femme sur 4 dans le monde déclare subir des formes de maltraitance lors de l'accouchement. À l'échelle de Kinshasa, des études locales évoquent déjà une prévalence élevée. L'affaire actuelle agit comme révélateur. Sur le plan judiciaire, le dossier s'alourdit. Depuis le 27 mars, David Balambouanaï Kayembe comparaît devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Les chefs d'accusation sont précis. Tentative de meurtre, torture, coups et blessures aggravées, atteinte à la vie privée. La qualification de torture introduit un seuil pénal élevé, incompatible avec toute justification médicale. L'enjeu ne concerne plus uniquement la sanction d'un praticien. Il porte sur la capacité de l'État à reconnaître, qualifier et prévenir des violences systémiques au sein des structures de santé. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a officiellement restructuré le gouvernement provincial ce 28 mars 2026. Cette nouvelle équipe de 10 ministres voit l'entrée de Max Mpande, issu des rangs de l'AFDEV, à la communication et au sport, ainsi que de Serge Wanja, cadre de l'UDPS aux mines. La seule présence féminine, Coco Kankou, hérite du ministère du genre. Si Martin Kazembe, fort d'une consultation préalable avec le chef de l'État à Kinshasa, cherche à relancer l'appareil provincial, cette manœuvre soulève des interrogations sur la légitimité d'un intérimaire à nommer un gouvernement complet. Le titulaire, Jacques Tiaboula Katoué, est retenu dans la capitale depuis maintenant 9 mois, laissant le poumon économique du pays dans un flottement administratif prolongé. Peut-on réellement stabiliser une province aussi stratégique, avec une gestion par intérim qui s'étire dans le temps, alors que les défis miniers exigent une autorité pleine et entière? Cette situation prouve que la clarté institutionnelle reste indispensable pour porter les ambitions de notre nation et rassurer les partenaires économiques du cuivre et du cobalt. De la direction politique des terres australes, tournons notre regard vers le centre de notre pays, là où la survie des mineurs de diamants se négocie en mois d'arriérés. À Mbuji-Mayi, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 3 millions de dollars américains pour régler une partie des salaires des agents de la MIBA. Versé ce 26 mars, ce montant couvre 3 mois de rémunération, mais il apparaît comme une goutte d'eau face à l'immensité de la dette sociale de l'entreprise. Les travailleurs, qui réclamaient 8 mois récents, font face à une réalité bien plus sombre, celle de 16 ans et 8 mois d'arriérés accumulés, représentant plus de 200 mois de travail sans solde. Le Bureau national syndical doit désormais décider s'il accepte ce paiement partiel, alors que la colère monte dans les rangs des mineurs. La santé financière des foyers de ces travailleurs est sacrifiée depuis trop longtemps sur l'autel d'une gestion léthargique de notre fleuron diamantaire. Comment relancer une industrie si ceux qui en sont le moteur ne peuvent même plus garantir la dignité de leur propre foyer? La restauration de la MIBA passe inévitablement par la restauration de l'homme, car aucun décollage industriel n'est possible sans le respect du contrat salarial. Ces pressions budgétaires et institutionnelles domestiques ne se jouent pas en vase clos. Elles s'inscrivent dans un contexte diplomatique où notre pays doit peser face aux soubresauts de l'Union africaine. À Addis Abeba, la diplomatie sénégalaise a porté un coup d'arrêt brutal aux ambitions de son ancien président, Macky Sall, pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Lors d'une réunion ministérielle de l'Union africaine, la mission permanente du Sénégal a formellement clarifié qu'elle n'était pas associée à cette candidature, initialement portée par le Burundi. Ce désaveu sans précédent illustre une rupture profonde entre l'ancienne administration et les nouvelles autorités de Dakar, dirigées par Bassirou Diomaye Faye. Sans le soutien officiel de son propre pays, une ambition multilatérale de cette envergure devient quasiment impossible à porter. Les règles de l'Union africaine exigeant un parrainage national clair avant tout label continental. En quoi cela change-t-il la vie des Congolais? Cette séquence nous rappelle que la force d'une diplomatie sur la scène mondiale
repose sur la solidité de son assise intérieure. Pour notre pays, qui aspire également à de hautes fonctions internationales, cette leçon est capitale. Aucun diplomate, aussi prestigieux soit-il, ne peut peser dans le monde s'il ne dispose pas du label de confiance de sa propre nation. La crédibilité de nos ambitions extérieures est le reflet direct de notre cohésion interne et du respect de nos propres alternances. Pendant que Dakar redéfinit son influence à Addis Abeba, Kinshasa pousse ses propres pions sur l'échiquier de la francophonie, forte de son poids démographique. La République démocratique du Congo a officiellement déposé la candidature de Juliana Amato Lumumba pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Premier pays francophone au monde, notre nation entend désormais aligner son influence politique sur sa réalité démographique. Le gouvernement a confirmé être à jour de ses contributions financières, une condition sine qua non pour la validité de cette candidature. Malgré les litiges financiers hérités de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, les autorités assurent que des mesures sont en cours pour solder les dettes envers les prestataires et préserver notre image de marque. Cette ambition touche directement l'avenir de notre jeunesse et notre place dans le monde francophone. En accédant à la tête de l'OIF, la RDC pourrait transformer cet espace linguistique en un levier de coopération économique et éducative. La francophonie ne doit plus être perçue comme un héritage culturel passif, mais comme un moteur capable de répondre aux défis concrets de nos citoyens. La réussite de ce dossier serait une reconnaissance de notre statut de géant de la langue française, capable de porter une vision africaine au sommet d'une administration multilatérale respectée. De ces sommets diplomatiques où se joue notre prestige, nous devons revenir à la rugosité de notre sol, là où les signaux de l'actualité nous parviennent avec une urgence sans phare. De l'Est ensanglanté aux couloirs de nos institutions à Kinshasa, l'évidence des faits nous rappelle chaque heure l'urgence de l'action et la vigilance nécessaire face à ceux qui tentent de saboter nos avancées. La journée a été dense sur l'ensemble du territoire. Voici ce qu'il faut retenir. À la clôture de la 13e conférence des gouverneurs de province, tenue du 24 au 27 mars à Bandundu-ville, dans la province du Kwilu, le chef de l'État Félix Tshisekedi a appelé à une nouvelle politique agricole plaçant paysans et coopératives au cœur de l'action publique. Il a instruit le gouvernement d'accélérer la réhabilitation de la route nationale 17 sur le tronçon Mongata-Bandundu, de remettre à niveau le port de Bandundu et d'organiser un atelier de haut niveau sur la gouvernance agricole. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté 3 axes de réponse aux défis institutionnels et sécuritaires. Concertation nationale et territoriale, mobilisation de financement pour les forces de défense et réforme de la gouvernance sécuritaire. La 14e conférence des gouverneurs se tiendra à Matadi en décembre 2026. La 15e aura lieu à Kananga. À Massissi, le site minier de Gassasa à Roubaïa a été le théâtre d'un nouvel éboulement meurtrier ce 28 mars, coûtant la vie à au moins 9 de nos compatriotes et laissant 12 blessés. Ce drame survient dans une zone actuellement sous le contrôle des agresseurs de la FCM 23, soutenue par le Rwanda, où l'exploitation artisanale du coltan s'intensifie au mépris de toute règle de sécurité élémentaire. L'absence d'encadrement technique et la fragilité des sols transforment ces galeries rudimentaires en véritables tombeaux à ciel ouvert. Cette tragédie rappelle que derrière chaque gramme de minerai exporté, c'est parfois le sang de nos concitoyens qui coule dans l'indifférence des occupants. La richesse de notre sous-sol contraste une fois de plus avec la précarité extrême de ceux qui le foulent sous la menace des armes. La sécurité de nos mines est un impératif de souveraineté que nous ne pouvons plus déléguer à l'instabilité, car chaque vie perdue à Roubaïa est une balafre sur la dignité de notre nation. À Kinshasa, l'Assemblée nationale a déclaré recevable, ce vendredi, la proposition de loi portée par Jacques Joly sur l'accès à l'information et la transparence de la vie publique.
Ce texte vise à consacrer le droit pour chaque citoyen de rechercher et d'obtenir des informations précises auprès des services publics, transformant la transparence en une norme de gouvernance. En renforçant la redevabilité des dirigeants, cette loi pourrait devenir un pilier majeur de notre lutte contre la corruption, permettant enfin un contrôle citoyen sur la gestion des deniers publics. La Commission dispose de 10 jours pour soumettre son rapport, une étape cruciale pour asseoir une nouvelle culture de gestion où le secret administratif n'est plus la règle. Pour nous, Congolais, l'accès à l'information est le premier pas vers une véritable citoyenneté active, capable de demander des comptes sur l'utilisation des ressources de la nation. La transparence est le remède le plus efficace contre l'impunité qui ronge nos institutions. Au Sénat, le calendrier pour l'élection du deuxième vice-président a été officiellement fixé au 3 avril prochain, afin de désigner le successeur de Modeste Bahati Lukwebo. L'Union sacrée de la nation a déjà ouvert la réception des candidatures, insistant lourdement sur les critères de loyauté et d'engagement envers la haute autorité politique. Cette course au perchoir intervient après la démission du titulaire suite à une pétition dénonçant une certaine incompétence, marquant une période de turbulence au sein de la Chambre haute. La stabilité du bureau du Sénat est essentielle pour assurer la continuité des réformes législatives urgentes attendues par le pays. Au-delà des positionnements partisans, nous attendons une institution forte, capable de jouer son rôle de contre-pouvoir et de modérateur dans le jeu politique national. La qualité de notre démocratie dépend de la solidité de ses institutions parlementaires, qui ne doivent pas devenir des théâtres de querelles de positionnement au détriment du travail législatif de fond. Dans la Chopo, le Frivao a lancé une alerte urgente contre une vaste campagne d'escroquerie ciblant les victimes de guerre. Des individus sans scrupules exigent des sommes allant de 5 000 à 30 000 francs congolais pour la délivrance de prétendues fiches d'identification nécessaires pour percevoir des indemnités. Le président du conseil d'administration par intérim, Dismas Kitenge Senga, a formellement démenti ces pratiques, rappelant que le processus d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda repose sur la gratuité totale et la transparence absolue. Cette extorsion de fonds sur la détresse de nos rescapés est une offense intolérable à la dignité nationale et à la mémoire de ceux qui ont tout perdu. Nous devons rester vigilants face à ces réseaux de malfrats qui prospèrent sur la souffrance humaine. La justice pour les victimes de guerre ne peut être un marché où l'on achète ses droits. Elle doit être un acte de réparation souverain et protégé par l'État. L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce 27 mars la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique, portée par le député Jacques Joly. Le texte est transmis à une commission mixte PAJ, Social, ATI, NTIC, avec un délai de 10 jours pour rendre son rapport. Il vise à combler un vide juridique autour de la dimension active du droit à l'information inscrit à l'article 24 de la Constitution et à obliger les services publics à publier proactivement leurs données. Si adoptée, cette loi pourrait transformer durablement les rapports entre l'État et ses citoyens. Enfin, le gouvernement annonce la construction de la centrale Kakobola 2, à 2 km du site inauguré hier à Kikwit. Capacité prévue, 15 MW, portant le potentiel global à 25 MW. Coût estimé, 55 millions de dollars pour l'ouvrage, plus de 40 millions pour les lignes de transport. Le ministre des Ressources hydrauliques, Aimé Molendo Sakombi, précise que les études sont disponibles et la livraison envisageable dans un délai de 2 ans. Le Kwilu commence à voir la lumière. Il reste à s'assurer que cette lumière dure. Voilà pour les signaux d'hier vendredi, annoncés ce soir. Avant de nous quitter, revenons ensemble sur ce que cette édition nous dit de l'état de notre nation. Au terme de cette journée du 28 mars 2026, les défis qui se dressent devant nous exigent une lucidité sans faille. À Bandundu, la clôture de la conférence des gouverneurs nous a montré le fossé qui reste à combler entre les 9% de recommandations exécutées et l'ambition de souveraineté alimentaire. À Kinkole, le cri de détresse d'une mère nous a rappelé que la sécurité de nos soins est le premier droit humain.
tandis que les débats constitutionnels soulignent que la paix civile dépend du respect scrupuleux de nos textes fondamentaux. De la tragédie de Roubaïa à la lutte contre l'escroquerie dans les Chopo, nous voyons que notre nation est engagée dans un combat permanent pour sa dignité et sa transparence. La route est encore longue, mais chaque fait exposé, chaque vérité rétablie, est un pas vers la guérison de notre nation. Comme le rappelle un vieux proverbe bantou, un seul bâton ne fait pas une clôture. Notre persévérance collective est notre seule garantie de succès. Nous ne pourrons bâtir une nation forte que si nous acceptons de regarder nos échecs avec la même fermeté que nos espoirs. Que Dieu protège notre nation et guide nos dirigeants sur la voie de la justice et de la vérité. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous demain soir. Bonne continuation.